Lymphome du sein, lymphome de la prostate, lymphome de l'œil, lymphome du rein, lymphome des poumons, lymphome du cerveau. On voit des lymphomes partout. Ça veut dire que le système immunitaire de notre génération n'est pas un bon système immunitaire. Pourquoi il n'est pas bon ? Parce que... AVS avec Philippe Robichon. Voilà, on aurait pu appeler cette émission AVP aujourd'hui, à votre prévention, avec le professeur Henri Joyeux qui est avec nous. Bonjour professeur. Bonjour Philippe Robichon. Vous êtes chirurgien, ancien chirurgien des hôpitaux, professeur honoraire de cancérologie et de chirurgie digestive de la faculté de médecine et de Montpellier. Exact. C'est votre région, vous avez fait toute votre carrière quasiment, professeur. Absolument. On va parler de... Alors, je sais que les gens n'aiment pas beaucoup qu'on parle de cancer, mais c'est important d'en parler déjà pour un petit peu expliquer les choses. Et on va parler de lymphome ce matin. C'est un sujet que là aussi vous m'avez demandé. Est-ce qu'un lymphome, c'est un cancer ? Oui. Oui. C'est un cancer du système lymphatique. Lymphome. Le mot lymphe. Système lymphatique. Alors, le problème, c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce système lymphatique. C'est un système de défense. Ça veut dire que le système de défense, il est dépassé. Parce que s'il devient cancéreux, c'est qu'il ne fonctionne pas bien. Bon. Alors parce que souvent, on confond avec les leucémies. Vous savez, les lymphomes... C'est pas faux, parce que le lymphome peut aller à la leucémie. Oui. C'est pas totalement faux. D'accord. Il faut bien comprendre, si vous voulez, que nous avons un système immunitaire qui démarre au niveau du centre de nos os. Vous voyez votre fémur ? Vous voyez les os du bassin, sont des gros os. Vous voyez votre sternum qui est là. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la moelle osseuse. Mais jusqu'à la dernière phalange de mon petit doigt de main ou de pied, il y a au centre de la moelle osseuse. Cette moelle osseuse, elle a un rôle majeur. Elle fabrique tous les globules du sang. Toute la circulation sanguine, ce sont des globules rouges, des globules blancs et puis des plaquettes. Ces globules ont tous un temps de vie différent. Les blancs, 7 jours. Si ça devient 15 jours, c'est une leucémie. Bon. Les rouges, 120 jours. Si c'est 200 jours, c'est une maladie cancéreuse des globules rouges. La moelle en fabrique trop. Ou alors, elle en fabrique suffisamment, mais ils ne sont pas assez détruits. Et ensuite, les plaquettes. Les plaquettes vivent 10 jours. Alors, soit la moelle fabrique trop, soit elle ne fabrique pas assez. Elle peut fabriquer trop, mais vous n'en trouvez pas suffisamment parce qu'ils sont tous détruits dans un cimetière qui est la rate. La rate, c'est le cimetière, je simplifie, des globules du sang. Bon, mais en plus de cela, nous avons un autre système de défense qu'on appelle la circulation lymphatique. Il y a 2 circulations. La circulation sanguine, 5-6 litres minute, ça cavale. Bon. Et puis vous avez la circulation lymphatique. Quand on dit d'une personne qu'elle est lymphatique, on veut parler d'une personne qui parle lentement, même qui est assez sage, qui est dans un village, etc. Bon, donc personne qui circule lentement, circulation très très lente. Mais dans cette circulation, il y a des cellules lymphocytes. Mais elle est où cette circulation Partout lymphatique ? Dans votre corps. D'accord. Mais vous ne la voyez longe pas. le système de circulation sanguine ? Oui, elle le longe, elle est au centre des muscles, elle est partout. Par exemple, en salle d'opération, il m'arrivait de dire à mon collaborateur, montre-moi le système lymphatique. Bon, ventre ouvert ou thorax ouvert. Bon, et là, il peut vous le montrer, c'est là que vous voyez si le gars il est compétent ou s'il n'est pas compétent. Bon, s'il n'est pas compétent, c'est pas grave, vous allez lui apprendre, il va le devenir. Bon, mais il faut appointer son regard avec l'extrémité de la pince, dire c'est là, on voit un tout petit canal, si vous voulez, et dans lequel il y a comme de l'eau. Donc c'est clair. Sauf que parfois, quand vous êtes dans le ventre, si la personne la veille a mangé une belle côtelette et a mangé des grosses tartines de beurre, eh bien, vous avez un système lymphatique qui est blanc. Ça veut dire que le liquide qui est dans la lymphe n'est pas un liquide transparent où on ne voit pas les cellules, mais elles y sont. Mais là, il y a des cellules plus du gras. C'est le gras de votre tartine de beurre, c'est le gras de votre côtelette de porc. Qui donne la couleur à la lymphe. Voilà, et là, vous pouvez la repérer. D'accord. Si on se coupe, on peut faire couler la lymphe ou pas ? Comment ? Si on se coupe, on peut faire couler la lymphe ou pas ? Non ? J'ai pas compris. Si on se coupe, là... si on se coupe. Oui, alors... Non. Par exemple, imaginons une femme, c'est le cas qui a été opérée du cancer du sein. D'accord. Si elle a été opérée du cancer du sein, on va être obligé d'enlever un certain nombre de ganglions dans son aisselle qui sont des éléments du système lymphatique. C'est-à-dire, ce sont les ronds-points, si vous voulez. Vous avez l'autoroute ou alors la départementale et vous avez des ronds-points. L'autoroute est fermée, vous passez sur la départementale. La départementale sera la circulation lymphatique, extrêmement lente parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors que l'autoroute, ça fonce. Ça, c'est la circulation sanguine, ça va à fond la caisse. Par contre, sur les ronds-points, le rond-point, c'est le ganglion.
Et nous en avons une vingtaine dans les selles, nous en avons une vingtaine au niveau des aires inguinales, nous en avons dans le thorax, nous en avons dans le ventre, nous en avons partout. Bon. Mais si ce système lymphatique se met à chahuter, qu'est-ce qui va se passer? Il ne me protège plus alors qu'il est destiné à me protéger. Alors je reviens sur votre question. La dame est opérée du cancer du sein. Vous lui enlevez des ganglions de l'aisselle. Ça veut dire que les ronds-points, vous en enlevez beaucoup parfois. Alors la lymphe des doigts, la lymphe des bras, elle monte difficilement, elle est bloquée là. Et elle vous dit, j'ai un gros bras. Effectivement, c'est pour ça qu'il y avait ces gros bras. Il y en a encore. On en voit moins. On en voit moins, oui. Parce qu'on enlève moins de ganglions. Mais je me rappelle qu'à une époque, on voyait beaucoup de gros bras. De gros les gros bras, c'était des dames qui avaient des gros bras lymphatiques. D'accord. Ça ne servait à rien de les opérer, mais ça veut dire que toute la sous-peau, au-dessous de la peau, était infiltrée de lymphe. Voilà. Parce que ça ne passait pas, il y avait un blocage de haut. Tout simplement. D'accord. Et si vous avez un blocage lymphatique sur les membres inférieurs, parce que vous avez enlevé les ganglions pour des raisons de cancer ou autres, eh bien vous pouvez avoir une grosse jambe, on parlera d'un éléphantiasis. Éléphantiasis, simplement ça veut dire que vous avez une jambe un peu d'éléphant, la gauche par rapport à la droite, selon l'endroit où vous avez été opéré. Alors, un lymphome, c'est quoi? Si on devait donner une lymphome, on dit un lymphome ou des lymphomes? Non, on dit un lymphome. Alors, je vais vous dire, quand j'étais beaucoup plus jeune en activité, je dirais il y a à peu près 30 ans, on voyait des lymphomes de l'estomac. Bien. Vous demandiez aux collègues, pourquoi tu penses que cet homme, cette femme a un lymphome de l'estomac? Tu te dis, écoute, on s'en fout, il faut lui enlever l'estomac. À l'époque, on enlevait l'estomac. Bon. On guérissait ou on guérissait pas. Et puis, on a eu la chimiothérapie qui est arrivée, qui a permis d'éviter d'enlever l'estomac. C'était quand même déjà mieux. Mais si vous avez un lymphome sur l'estomac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules du système lymphatique de votre estomac, vous en avez dans l'estomac, vous en avez tout le long du tube digestif. Eh ben, elles font pas leur boulot. Elles sont dépassées. Et pourquoi elles sont dépassées? Parce que vous lui avez donné une alimentation qui est arrivée à votre estomac qui n'est pas bonne pour l'estomac. Et l'estomac, il vous dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous m'envoyez. Donc, les cellules que j'ai pour vous protéger, je ne suis plus capable de vous protéger. Et là, vous avez un lymphome. Mais ça, c'était donc il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, vous voyez des lymphomes partout. Lymphome du sein, lymphome de la prostate, lymphome de l'œil, lymphome du rein, lymphome des poumons, lymphome du cerveau. On voit des lymphomes partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système immunitaire de notre génération, de notre population, n'est pas un bon système immunitaire. Et pourquoi il n'est pas bon? Parce que nous vivons des habitudes alimentaires qui ne sont pas conformes à ce que demande notre protection immunitaire. Si vous voulez, je pense qu'il faut faire comprendre aux gens que nos défenses immunitaires, c'est notre premier vaccin. Je vous fais la démonstration. Vous êtes malheureusement, vous trouvez une jeune femme qui est malheureusement atteinte par le sida, syndrome d'immunodépression acquise. D'accord? Bon. Elle a une immunité qui est syndrome d'immunodépression, dépression immunitaire, qui est catastrophique. Vous donnez les antibiotiques, ça ne marche pas. Vous donnez le vaccin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que pour que votre vaccin marche, il faut que vous soyez capable de fabriquer des anticorps. Pour fabriquer des anticorps, il faut que vous ayez un bon système immunitaire. Quand vous avez été enfant comme moi, eh bien vous avez été vacciné à 18-24 mois. Pourquoi? Votre système immunitaire, il est maturité, quand il arrive à 1000 jours après la conception. 1000 jours avant, papa et maman s'aiment. Ils s'aiment tellement que vous démarrez votre vie. 1000 jours plus tard, il y a eu 270 jours de temps de grossesse, 9 x 3, 27, les 9 mois, plus 2 années de 365 jours. Faites l'addition, ça fait 1000 jours. Ouais. Donc, et encore que le concept des 1000 jours, il est assez récent. Hein. Oui, mais tout à fait. Quand vous avez commencé la médecine, on n'était pas sur les 1000 jours. Ah, non. Mais n'empêche qu'on vaccinait à 18-24 mois. Oui, déjà. Donc on était sage. C'est pour ça que vous me dites 1000 jours, mais ça, c'est arrivé bien après. Oui, mais bien sûr. Ouais. Mais ça veut dire qu'on était déjà, si vous voulez, les profs qui faisaient la médecine et qui donnaient les informations avaient la sagesse en disant ce petit vient de naître, c'est un petit bouchon, il faut l'allaiter avec la maman, etc. Mais son système immunitaire n'est pas en place. La preuve, c'est qu'on le sait aujourd'hui, les cellules immunitaires de maman passent dans le sein et passent dans le lait et vont protéger bébé. C'est absolument fabuleux. Après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut relancer un système immunitaire qui est effondré? Alors, je vais vous dire, j'ai été fortement choqué au moment du Covid, où j'ai vu des collègues professeurs d'immunologie, n'importe où en France, y compris dans ma propre université, capables de sortir la phrase suivante: on ne peut pas booster, on ne peut pas stimuler son immunité. Alors là, je tombe des nues quand j'entends ça, mais je comprends deux choses. Un,
ils appartiennent à un parti politique, peu importe lequel, ça m'est égal, mais qui est aux ordres. Vous êtes aux ordres de ce qu'on vous dit de dire. Et les communicants sont très forts là-dessus. Par exemple, au pays de Pasteur, par exemple, la vaccination ne se discute pas, signé Marisol Touraine. Non, c'est signé communicant. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils disent, on ne peut pas stimuler un système immunitaire. Mais pourquoi? 1, le politique, et 2, ils ne voient jamais de malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des professeurs de biologie de l'immunité. Ils sont dans un labo, ils font de la recherche, ils font de la biographie, ils ont des petites mains qui appuient sur un bouton pour étudier la quantité de lymphocytes que vous avez, savoir quelle est la bonne quantité ou la mauvaise quantité des familles de lymphocytes que vous avez, etc. Donc, ils ne sont pas au contact du malade, vous comprenez? C'est ça qui leur a manqué. Or, moi, je suis cancérologue. Un cancérologue doit connaître l'immunité, doit connaître les vaccins. Alors, on me sort que je ne suis pas vaccinologue. Je réponds, je suis cancérologue, mon ami. Donc, il y a des vaccins contre le cancer du col de l'utérus, puisqu'on veut vacciner les petits en 5e pour un cancer sur le pénis. Je n'en ai jamais vu. J'en ai vu 2 ou 3 cas, mais c'était des hommes âgés qui avaient une toilette locale qui n'était pas géniale. Vous voyez ce que je peux imaginer? Bon, voilà, et qui faisaient des irritations locales qui peuvent se transformer en cancer. Mais des cancers du pénis, attention, on est en train de foutre la trouille à des gosses de 5e pour les vacciner. Non, mais on est où, là? En plus, c'est un vaccin. Moi, je suis d'accord si vous considérez que votre gosse, à partir de 13-14 ans, il faut qu'il y ait des relations sexuelles tous azimuts. Bon, il faut les vacciner, il n'y a pas de problème. Mais ce temps-là est un temps très intéressant à partir du moment de la puberté. C'est un temps où, quand vous avez la puberté, vous êtes capable de transmettre la vie. Bon, vous êtes un homme, vous avez 14 ans, mais à 14 ans, on ne vous conseille pas d'être papa. Alors, à ça, on va vous répondre qu'il y a une recrudescence et un accroissement des cancers de la bouche, de la gorge. Bien sûr, mais chez les adultes, pas chez les ados. De la langue. Oui, mais vous savez que ça ne protège pas à 100%. 70% de protection. Ça, on ne vous le dit pas. Parce que vous avez beaucoup de virus qui sont différents. Donc la petite qui se croit vaccinée et qui dit « tranquille, on peut y aller », ou le gars qui dit « tranquille, on peut y aller », non, attention, tu n'es pas vacciné au sens où tu es protégé de tout. Donc il faudra faire, pour mademoiselle, un frottis, ou monsieur, ou madame, un frottis, et pour monsieur, il faudra lui faire une péniscopie. Vous ne connaissez pas la péniscopie? Et puis ça ne remplace pas, de toute façon, la protection. Bien sûr que non. Oui. Bien sûr que non. Contre les MST. Alors la péniscopie, le préservatif. À l'heure du déjeuner, la péniscopie, docteur professeur Joyeux, je ne connais pas la péniscopie, je vous écoute. Le préservatif va protéger contre le virus du sida, là je suis d'accord, mais on n'est pas du tout certain, et plutôt même certain, qu'il ne protège pas suffisamment du papillomavirus, le préservatif. Bon. Et la péniscopie alors? Alors péniscopie... Ou alors si vous préférez le garder après la pub, non, parce que tout le monde va vouloir savoir ce que c'est que la péniscopie, professeur Joyeux. Les urologues sont en train de mettre au point un système qui va permettre une espèce de loupe microscope qu'on va mettre sur le zizi du petit garçon. Mais on va lui dire, écoute, non, ton zizi, il est à plat, mon vieux, il faut que tu me le mettes en action pour que je te fasse une péniscopie. Non, c'est du n'importe quoi. Effectivement, cette histoire-là, il fallait être préparé pour l'entendre. Alors, on parle des lymphomes ce matin avec le professeur Henri Joyeux qui est avec nous. Quand vous avez commencé la médecine, professeur Joyeux, des lymphomes, il y en avait assez peu. Et puis, il y avait le fameux lymphome comment on disait? Alors, on parlait de la maladie de Hodgkin. Voilà. C'est pas ce qu'avait Pompidou, ça? Non. Non, alors Pompidou, il a eu un maladie de Waldenström. Je vais vous expliquer rapidement. Si vous voulez, 50% d'abord des maladies qui vont chez l'hématologue, c'est-à-dire le spécialiste des cancers du sang, ce sont des lymphomes, premièrement. 50% de leurs malades, ce sont des lymphomes. Là, il y a 2 types de lymphomes. 80% ce sont des lymphomes non hodgkiniens, donc ça veut dire que ce n'est pas la maladie de Hodgkin, et 20% sont des maladies de Hodgkin, donc lymphomes hodgkiniens. Quand je suis rentré en médecine en 62, on ne guérissait pas la maladie de Hodgkin. Je termine en 72, on guérit la maladie de Hodgkin. C'est pas moi, ce sont les professeurs, les chercheurs, etc. Bon, donc progrès énorme. Bien. Mais les lymphomes à l'époque, on en voit très peu. C'est-à-dire que les hématologues reçoivent des patients atteints de maladie de Hodgkin. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a des lymphomes non hodgkiniens. LNH, lymphome non hodgkinien. Ça, ce sont des lymphomes, parmi lesquels vous avez différentes formes histologiques.
L'un, par exemple, sera lymphome du manteau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manteau ? Parce que c'est sur le manteau du ganglion. C'est la périphérie du ganglion où il y a quelque chose qui est anormal, et c'est le microscope qui vous dit lymphome du manteau, donc qui nous dit, et le traitement va être un petit peu différent. Vous avez la maladie de Waldenström. Ça, c'est ce qu'a eu M. Pompidou, le président Pompidou. Il vivrait aujourd'hui, hein. Il vivrait. Là, il a vécu 4 ans ou 5 ans, il aurait fait ses 2 mandats, exactement comme Mitterrand avec son cancer prostatique. Donc pour moi, il aurait fait, aujourd'hui, il faisait ses 2 mandats. Bon, à l'époque, on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui, ça prouve bien qu'on a travaillé. Parce qu'on ne l'a pas dit au début de cette émission, mais aujourd'hui, les lymphomes sont des cancers dont on guérit. Absolument. Ça, il faut quand même si on les prend tôt, je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Un monsieur, pilote d'avion 747, il a mal au ventre. Bon, il a mal au ventre, sa femme lui dit, mais il va voir un médecin, non, mais c'est rien, j'ai mal mangé, enfin bon, une intoxication. Puis finalement, il va faire une échographie. Ah, l'échographie, on voit qu'il y a des ganglions importants, il y a des boules ganglionnaires dans le ventre. Ouh là là, danger, vite, on va faire un scanner. Scanner, il a un lymphome abdominal. Et ce lymphome abdominal, on va le soigner, il va être soigné, parfaitement soigné. Ici, en général, c'est d'une part Saint-Louis et Pompidou, ils travaillent ensemble. Bon, et à côté à Saint-Maur, à l'hôpital de Mont-d'Or. Bon, il va être complètement guéri. Mais je vois cet homme et je lui dis, est-ce qu'on vous a dit la cause ? On m'a dit qu'il n'y en a pas. Ah non, je suis désolé. Hein. Est-ce qu'on vous a dit que vous ne pouviez plus manger de gluten ? Il me dit non. Mais le gluten, il me dit, c'est dans le pain, il me semble. Je dis oui. Et vous mangez du pain ? Ben non, je lui ai dit, il faut arrêter. Aujourd'hui, vous arrêtez. Mais pourquoi j'arrête ? Ben parce que la maladie cœliaque, c'est-à-dire cœliaque, ça veut dire le ventre. La maladie cœliaque est une maladie qui donne de la mauvaise absorption intestinale. Votre intestin déconne, si vous voulez. C'est-à-dire que les aliments qui ne doivent pas passer vers le sang vont passer, et d'autres qui doivent passer ne passent pas, je simplifie. Donc les gens sont dénutris, ils vont pas bien, ils ont une maladie cœliaque. Et quelle est la complication de la maladie cœliaque ? Le lymphome digestif. Et ce monsieur, il a un lymphome digestif. Et on ne lui a pas dit. Alors j'ai dit, écoutez, vous allez être très délicat. Quand vous allez voir l'hématologue qui va venir vous voir, vous dites, docteur, quelle est la cause, vous pensez ? Il va vous dire, je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous pensez de la maladie cœliaque ? Ah oui, c'est vrai, ça pourrait venir de là. Vous voyez, ça veut dire quoi ? Que l'hématologue n'a pas la relation avec la nutrition. Or, l'alimentation, nos habitudes alimentaires sont la clé de notre immunité et de notre santé. Petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui font des jeûnes ci, des jeûnes comme ça, etc. Bon, ou alors, vous avez alors les jeûnes comme si, c'est soit on fait des jeûnes intermittents, soit on fait des semaines de jeûnes thérapeutiques. Voilà, tout est possible. Vous faites ça Non. Moi, je fais attention à ce que je mange. Je ne soupèse pas les choses. Je mange de bonnes choses. Et puis la cuisine, c'est la cuisine à vapeur douce. Mon épouse a parfaitement compris tout ça. Votre secret, c'est l'huile d'olive Kabyle. Mais bien sûr, oui, de Kabylie, bien sûr. De Kabylie. Vous avez aussi celle du Maroc, hein, parce que moi, j'ai fait le Maroc. Vous voulez pas d'ennui. Non, c'est-à-dire que mon épouse est d'Alger et moi, je suis plutôt... j'aime beaucoup les deux, mais au Maroc, l'huile qui s'appelle Olivi Plus 30, multiplie 30, c'est 30 fois plus de polyphénol dedans. Alors, je l'adore. Elle a une amertume extraordinaire. Ça stimule votre foie, ça vous donne une bile de bébé. Non, mais c'est extraordinaire. Et vous trouvez ça où, professeur ? Vous trouvez ça à Marrakech, ou vous trouvez ça à Meknès. D'accord. Bon, l'usine s'appelle Atlas Olive Oil. Atlas Olive Oil. Vous savez où c'est qu'ils en vendent le plus de cette huile ? En Indonésie. Pitié. Bon, pourquoi pas pitié ? Non, très bien pour eux. Mais très bien, mais il n'y en a pas assez. Vous savez qu'au Maroc, vous les trouvez dans les pharmacies. Ouais. Et on peut en trouver en Belgique. Ouais. Mais moi, j'en consomme régulièrement. Hein. Les Indonésiens, c'est plus l'huile de palme. Donc, les lymphomes, si on vous a bien écouté tout à l'heure, aujourd'hui, leur localisation est dans tout le corps. Même dans l'œil. Mais alors, comment on se rend compte qu'on est atteint d'un lymphome ? Parce que là, vous parliez... J'ai parlé du digestif. Bon. Oui. D'abord, vous sentez des boules dans le cou. Alors, soit c'est un goitre, on en a parlé une autre fois, soit ce sont des ganglions du cou, ça pourrait être d'origine lymphatique. D'accord. Soit ce sont des ganglions métastatiques venant d'un autre cancer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les médecins sont attentifs. Et les hématologues hyper attentifs, puisque la moitié de leur clientèle, ce sont des lymphomes, qu'ils soient 20% hodgkiniens, 80% des lymphomes. Alors, vous pouvez trouver partout un sein volumineux, par exemple, anormalement volumineux et globalement volumineux. Vous faites une ponction, vous faites une biopsie, on vous répond lymphome. C'est un cancer du sein, mais un lymphome du sein.
Bon, on voit des lymphomes du tube digestif, on voit des lymphomes du poumon, on voit des lymphomes partout. Bon, donc, ça veut dire que notre système immunitaire ne va pas bien. Et, M. Pompidou, on va me poser la question. Pourquoi M. Pompidou a-t-il fait une maladie de Waldenstrom? Moi, je vais vous dire pourquoi il l'a fait. Il fumait, souvenez-vous. Pompidou, c'était cigarette au bec. Oui, puis ça devait être de la gauloise sans filtre. Voilà. Et en plus, bon, il était quand même relativement pléthorique, quoi. Il aimait la bonne nutrition de Saint-Flour, dont il était originaire. Bon, voilà. Alors, vous avez les lymphomes de Burkitt aussi. Ça, c'est un lymphome qui va vous toucher plutôt la zone ORL. Vous savez qu'au fond de la gorge, on a les amygdales. Oui, derrière la gorge, derrière le palais, au niveau de notre voile du palais, il y a ce qu'on appelle les végétations. Bon, si vous avez deux mauvaises habitudes alimentaires au niveau de la zone otorhinolaryngologie, vous risquez de faire un lymphome de l'amygdale, un lymphome des végétations. Ça se soigne, chimiothérapie, mais c'est pas très amusant quand même. Chimiothérapie, parfois radiothérapie associée. Donc aujourd'hui, quels sont les traitements justement des lymphomes? Alors, en fonction de leur localisation? L'hématologue obligatoire. Ouais. Nous avons des protocoles qui sont différents selon le lymphome. Une maladie de Waldenstrom ne sera pas traitée comme un lymphome du manteau. Donc il faut qu'on ait l'histologiste, celui qui regarde au microscope, qui vous dit quelle est la nature cellulaire de ce lymphome, et à partir de là, il va y avoir le traitement qui sera fait. Très vite, avec le traitement, il y a une fonte des ganglions. Donc le monsieur qui avait des problèmes digestifs, pop, tout d'un coup, il se met à manger. Et il se dit, je suis guéri. Non, monsieur, vous n'êtes pas guéri. Il faut finir la chimiothérapie, et ensuite, monsieur, surveillance. Mais la question qu'il doit poser... C'est-à-dire que dans le cadre de lymphome, la chimiothérapie est indiquée. Indiquée et indispensable. Et indispensable. Ça, c'est certain. Maintenant, si c'est une maladie de Hodgkin, qui est un lymphome hodgkinien, si vous voulez, là, vous avez la chimio, et puis vous avez la possibilité de la radiothérapie. Si, par exemple, les ganglions ne sont pas suffisamment réduits par la chimiothérapie, on pourra faire une radiothérapie sur les ganglions du médiastin, c'est-à-dire du thorax, entre les deux poumons qui sont atteints, ou bien au niveau du ventre. Mais on va avoir un suivi. Et puis, il y a un marqueur. Ce marqueur, c'est un marqueur des lymphomes qui n'est pas toujours présent dans le sang, qu'on appelle LEDH, lactico-déshydrogenase, peu importe le nom. Mais ce marqueur, normalement, l'hématologue demande la prise de sang et regarde de près et le suit. Et quand il le voit monter, attention, danger de récidive. Il y a des lymphomes qui vont récidiver. Et moi, je vais vous dire, c'est notre faute à nous, Toubib, parce que nous ne donnons pas des conseils pour éviter la récidive. Moi, je suis cancérologue, donc ça veut dire que des lymphomes, j'en vois aussi. Je donne toujours des conseils pour éviter la récidive. Je ne dis pas aux gens, je veux vous revoir dans un an pour voir si vous faites une récidive. Je veux vous revoir dans 6 mois ou dans un an pour vérifier que les conseils que je vous donne, vous les suivez sérieusement. Et j'imagine que les conseils que vous donnez, professeur, ce sont des conseils hygiéno-diététiques. Voilà. Nutrition, activité physique, sommeil, et puis relations humaines. Voilà, si votre femme vous emmerde, mais quittez-la. Si vous avez... Non, je m'amuse en disant ça, si vous voulez. Mais ça veut dire, ayez de bonnes relations humaines, parce que si vos relations humaines sont catastrophiques, évidemment, si votre voisin vous enquiquine du matin au soir, il faudra qu'il déménage, ou bien c'est vous qui déménagez. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'on guérit d'un lymphome? Oui. La réponse est oui, mais surveillance. On peut avoir une récidive à la 3e année, à la 5e année, à la 10e année, et à ce moment-là, on peut être obligé de faire une transplantation, une greffe de moelle. Greffe de moelle osseuse, qu'on appelle une transplantation venant d'une moelle osseuse d'une autre personne. Ou alors, si votre moelle osseuse est correcte, on vous la vide et on vous la remet, je simplifie. Voyez. Mais quand on en est à la transplantation de moelle osseuse, on a franchi une barre d'escalier de gravité. Et ceux qui sont en attente d'une greffe, parce qu'il faut un donneur, mais vraiment à l'identique. Absolument, à l'identique au niveau du groupe sanguin et des groupes tissulaires, qui sont les groupes des globules blancs. Et on connaît les difficultés qu'il y a. Bien sûr. Alors c'est souvent au sein de la même famille, de la même fratrie. Oui, ça peut être la fratrie. C'est souvent dans la fratrie. Ouais. Et donc ça montre d'ailleurs qu'il y a de la véritable fraternité ou de la sororité, comme on dit aujourd'hui. Bon, c'est le frère qui donne à sa sœur ou la sœur à son frère, quoi. Alors, autre question, quel est le temps d'évolution d'un lymphome? Et qu'est-ce qu'on appelle un lymphome d'évolution lente?
lymphome d'évolution lente, moi je dirais, c'est un lymphome, il ne faut pas dire je ne vais pas le soigner, il faut le soigner. Il ne faut pas dire c'est d'évolution lente, je laisse courir. Même si j'ai 100 ans et que je démarre un lymphome, je ferai une chimiothérapie plus légère que si j'en avais 60. Ça c'est clair, mais je la ferai. Vous voyez, avec un suivi régulier. Donc, ça veut dire que simplement, le mot évolution lente veut dire qu'effectivement, le lymphome peut repartir. Et il peut repartir dans d'autres zones du corps. Le monsieur qui a fait le lymphome digestif dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'il soit prudent. Donc je lui ai dit, monsieur, le gluten, c'est terminé. Il m'écoute ou il ne m'écoute pas. Bon, je ne vais pas lui dire... je lui ai dit aussi, Coca-Cola, c'est jamais, quoi. Ah, il me dit non, je n'en bois jamais. Bon, ça va, vous en servez pour nettoyer les tapis, c'est très bien. Mais si vous voulez, donc, voilà. Il y a quand même des conseils nutritionnels qui sont précis. Plus des conseils, comme vous avez dit, hygiéno-diététiques, activité physique, bien dormir, et Dieu sait que le sommeil, c'est absolument essentiel. On dit qu'il est réparateur. Il n'est pas que réparateur, le cerveau. Savez-vous que pendant que vous dormez, les cellules se multiplient encore plus? Normalement, pas les cellules cancéreuses, les cellules du système immunitaire. Il est au repos, vous dormez, mais lui, il bosse. Ça, c'est formidable. Et par exemple, la régénération du foie et la régénération des tissus, les cicatrisations, se font plus la nuit que le jour. Formidable. C'est pour ça qu'on a le plus envie de se gratter la nuit que le jour. Ah, je ne sais pas. Parce qu'on cicatrise plus la nuit. Peut-être sur la cicatrice qui vous chatouille. Quoi. Ouais, qui chatouille, qui gratte plus, qu'on a plus envie de se gratter la nuit, en fait. Oui, je ne sais pas, moi je dors. Oui, parce que c'est pas envie de vous gratter, voilà. Professeur. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aura une alimentation anti-lymphome pour vous, des aliments anti-lymphome? Très bonne question. Forcer sur le végétal. Ça ne veut pas dire que les véganes n'auront pas de lymphome. D'autant que souvent les véganes, ils viennent des régimes McDo qu'ils ont abandonnés, ils ont bien fait. Non, moi je dirais réduire à fond les viandes rouges. Pour les lymphomes, réduire à fond le mauvais gluten, c'est-à-dire que dans les pains d'aujourd'hui, il y avait du gluten, plus du gluten. C'est-à-dire, pour des problèmes de conservation, vous avez des gluten qui sont peu digestes. Ça veut dire que s'ils sont peu digestes, votre tube digestif ne les aime pas. Et quand votre tube digestif n'aime pas quelque chose que vous lui envoyez, il réagit. Soit il le renvoie, soit il y a de la porosité intestinale. Votre intestin est poreux. Étant poreux, il laisse passer ce qui ne doit pas passer. Voilà. Et à ce moment-là, donc, viande rouge sur le côté, saucisson sur le côté. Le pain blanc à virer. Pain, si vous voulez, complet, ou alors tartine de sarrasin, produits laitiers à réduire, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'huile d'olive sur vos salades. Alors on parle des lymphomes avec le professeur Joyeux. Je rappelle que vous avez fait un webinaire sur le sujet, un long webinaire, donc pour tous ceux qui veulent des informations, ils vont sur votre site et ils peuvent regarder le webinaire pour avoir vraiment toutes les informations concernant les lymphomes. Et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Combien de nouveaux cas de cancer en France tous les jours, professeur? Je ne sais pas si c'est... Je vous ai entendu dire 1000 nouveaux cas par jour. Oui, ça fait 350 000 bien sûr, c'est monumental. Donc attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cancérologues que nous sommes ne s'occupent pas suffisamment de la prévention. Ils ne s'occupent pas de la prévention. Alors qui c'est qui s'en occupe? Les médecins de santé publique. Qu'est-ce que c'est un médecin de santé publique? C'est quelqu'un qui est devant un ordinateur qui ne voit jamais de malade, mais qui reçoit des statistiques. Or, avec des statistiques, on croit qu'on fait de la santé publique. Oui, on verra le nombre de typhoïdes, le nombre de Covid, le nombre de ceci, de cela. Mais le problème, c'est... Alors, on va leur faire des études épidémiologiques, etc. Mais ils ne voient pas des malades. Ce qu'il faut, c'est voir des gens, c'est discuter avec les gens, comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous vivez, etc. Et puis, quelle maladie vous avez. Quand vous regardez un dossier en France par rapport à un dossier de malade en Suède, je suis allé voir là-bas mes collègues, etc., ou en Norvège, en Europe du Nord. Là-bas, le dossier, il est hyper complet. En France, il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Il y a 3 fois rien. Il y a cigarettes, ça c'est vrai. Il y a la taille, le poids. Il n'y a aucune interrogation sur la nutrition. Aucune interrogation sur la nutrition. Voilà. Puis il y a dernières règles, combien d'enfants, pas d'enfants, etc. Bon, voilà, il y a quasiment que dalle. Pour le cancer de la prostate, on n'interviewe pas suffisamment les hommes pour savoir
On sait qu'il se lève la nuit 1 fois, 2 fois, d'accord, mais quelle est votre alimentation? Quels sont vos stress? Quel est votre poids? Quelle est votre taille? Il y a des tas de choses à dire pour justement éviter des récidives. Oui, mais parce qu'en fait, vous vous intéressez à la causalité des cancers. Mais si vous en avez un, vous aimeriez savoir la cause. Il y a beaucoup qui s'intéressent au fait de le soigner. C'est ça, mais donc c'est pour ça que moi, en conférence, je dis qui c'est qui veut un cancer? Personne ne lève la main. Mais je dis, écoutez, si je vous dis comment éviter celui-là, ça veut dire que je vous dis comment vous pouvez l'avoir par tel et tel moyen. Et donc, si vous le comprenez, vous ferez tout pour ne pas l'avoir. C'est ça la vraie prévention. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui, professeur Joyeux, qu'on peut connaître la cause de quasiment tous les cancers, où il y a des cancers dont on ne connaît pas? De plus en plus, parce que si vous voulez, tout cancer, où qu'il soit, c'est un système immunitaire qui a été dépassé. Donc, le système immunitaire, nous l'avons dit, c'est la moelle osseuse qui est nourrie et qui reçoit du sang. Et ce sang, il faut qu'il soit bien oxygéné, donc que les poumons fassent bien rentrer l'air comme il faut. Il faut d'autre part que cette moelle osseuse soit bien nourrie, puisqu'elle est extrêmement grasse, cette moelle osseuse. Et mon cerveau également. Si je passe mon cerveau à la moulinette, j'en sors de l'huile. Pas de l'huile d'olive. Savez-vous par exemple que les acides gras essentiels que vous avez dans les poissons, dans l'huile de colza, dans l'huile de noix, dans l'huile de cameline, cet acide gras essentiel passe la barrière entre le sang et le cerveau et fabrique le cholestérol dans votre cerveau. Nous avons besoin de cholestérol dans le cerveau, mais la molécule est si grosse qu'elle ne passe pas à travers le sang, il faut la fabriquer. Le cerveau la fabrique, mais il faut lui donner le substitut, si vous voulez, de matériaux pour qu'il fabrique. Et ça, ce sont les acides gras dont on a parlé dans les poissons et les fruits de mer, 3 fois par semaine. On est autour de la Méditerranée, régalez-vous avec les poissons. Alors ils vont me dire, oui, mais il y a le mercure, il y a les toxiques et les saloperies. Cuisson à la vapeur douce, couscoussier. Et à ce moment-là, tout ce qui est pas bon dans votre poisson sera au fond de votre cuve-vapeur et ne vous en servez même pas pour les plantes. Vous savez que on a parlé beaucoup des lymphomes. Qui c'est qui a le plus de lymphomes? Les agriculteurs. Pourquoi? Pesticides. Mais bien sûr, pesticides. Maladie professionnelle. C'est pas de la rigolade. Maladie professionnelle. Vous avez une profession et vous attrapez un cancer. Est-ce que c'est acceptable? Et les menuisiers aussi. Menuisier, il y a toutes les personnes qui sont exposées aux poussières de bois, c'est ça, tout à fait. aux solvants. Exactement. Tout ça, c'est à éviter. N'empêche que c'est dans l'industrie. Voilà. Et pas interdit. Et pas interdit et en vente libre. En vente libre, bien sûr. Comme étaient tous les produits des rhumes dont on vient d'apprendre il y a 3 semaines que tous les produits qui s'appelaient Imex rhume, machin rhume, ça y est, maintenant ils sont interdits. Alors qu'on a donné toutes les autorisations. Mais ils ne sont pas interdits. Non, il faut pas les acheter. Non, mais ils sont en vente libre. Oui, d'accord. Quand vous allez dans une pharmacie, il y en a des kilomètres. Qu'est-ce qu'elle a fait, la directrice de la MM aujourd'hui, de l'autorisation de mise sur le marché de la NSM? Non, n'y touchez plus. N'empêche que ses prédécesseurs, vous avez vu qu'ils tournent beaucoup, comme ça ils sont jamais responsables. Les prédécesseurs, ils ont donné les feux verts pour que ça soit dans les pharmacies. Et il y a eu des experts qui ont donné les feux verts pour que ça soit consommé par la population. Ça fait des années qu'on dit dans cette émission qu'un produit qui a un effet au bout d'une demi-heure, quand même, c'est quand même suspect. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui... Moi, j'attraperai la grippe, j'attraperai le coronavirus, mais je fais tout pour bien l'accueillir. Non, mais la plupart des gens, ils veulent avoir le nez débouché au bout d'une demi-heure. Donc ils se disent, bon, je vais prendre un petit machin. C'est ça, l'épinéphrine. Voilà, j'ai pas envie d'éternuer, j'ai pas envie de... Absolument. Mais en plus, le labo lui dit, prends ça et ça va te calmer tout de suite. Alors qu'on sait que maintenant c'est dangereux. Comment se fait-il qu'on la prenne maintenant? Non, ça fait longtemps qu'on le sait. Oui, mais on ne disait pas. C'était pas dit. Voilà, ça fait longtemps qu'on suspectait qu'il y avait quand même des... Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu des pépins, il y a peut-être eu des plaintes, et donc l'État a la trouille. Voilà. Parce que les gens qui sont à la tête de ces autorités de santé, ce sont des gens nommés par l'État. Voilà. Vous dites que le dépistage, c'est pas la prévention. Non. Pourquoi vous dites ça? Parce que si je vous dépiste un cancer, je vous le préviens pas. Par contre, si je veux vous le prévenir, et vous savez que récemment, j'ai lu un texte d'une professeure d'économie qui n'est pas médecin et qui dit « On est en train de faire la distinction entre le dépistage et la prévention. » Mais les mots, il faut les expliquer. Je vous dépiste un cancer du sein, de la thyroïde ou d'ailleurs, c'est pas la même chose que je vous aide à le prévenir.
pas pareil. Donc je peux vous dire, monsieur, vous avez un profil pour avoir tel type de cancer. Voilà, vous avez un profil, je ne vous connais pas bien, mais je vais vous interroger, savoir comment vous alimentez, savoir comment vous dormez, etc. Votre hygiène de vie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pas du tout la même chose, le dépistage et la prévention. Mais même la Ligue nationale contre le cancer, je les connais bien, ils confondent tout ça. Et pourquoi ils confondent tout ça ? Parce que il faut créer des peurs. On l'a bien vu avec le Covid. On est arrivé à nous enfermer, à nous confiner, à nous masquer, à nous vacciner, à nous foutre une trouille d'enfer, où dans la famille on a foutu la pagaille entre les vieux et les jeunes, entre les maris et les femmes, etc. Mais complètement absurde. Nous avons perdu 160 000 personnes parce qu'elles n'ont pas été traitées correctement. Il faut dire les choses comme elles sont. Et là, il faudrait que je ne le dise pas. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est quand même très important. On reviendra sur le Covid, c'est pas que je ne vais pas en parler, mais sur le dépistage et la prévention. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un cancer est dépisté tôt, bien sûr. C'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr. Et plus il y a de chances de le soigner. Absolument. De le guérir. Si vous voulez, on en guérit 50%. Question, les 50%. Tout oui, à peu près. 50%. Alors, si on les voit tôt, beaucoup plus. Mais grosso modo, tout cancer confondu, tel que nous les voyons arriver au moment du diagnostic, on en guérit 50%. Ça veut dire que 50% qu'on ne guérit pas. Qui guérissons-nous ? Nous guérissons ceux que nous voyons tôt. C'est-à-dire que nous dépistons tôt. Ce n'est pas de la prévention. On dépiste. Bon. Par contre, ceux que nous ne guérissons pas, si nous les faisons passer dans un diagnostic précoce, on va les mettre dans les 50% que nous guérissons. Donc ce qu'il faut, c'est que les 50% que nous guérissons, ceux-là, il faut les passer dans la prévention, qui ne fassent pas le cancer, et que les 50% que nous ne guérissons pas, nous les faisons passer dans le dépistage précoce. Et là, on guérira 100%. C'est l'objectif. Alors, c'est utopique. Mais comme vous dirait Edgar Morin, il faut un peu d'utopie pour avancer dans la vie. Votre ami centenaire. 102 ans. 102. Incroyable. Faites un concours avec lui. Quand vous avez commencé votre carrière, vous pensiez que vous guéririez le cancer. 60 ans après, on ne guérit toujours pas le Très cancer. Bonne question. Un patron, quand je suis parti vers la cancérologie, un patron qui voulait que je sois son élève m'a dit « Ne va pas là, ils vont trouver la pilule contre le cancer. » Il ne va pas en cancérologie. Il ne va pas en cancérologie. Ils vont trouver la pilule contre... N'y va pas, donc tu n'auras plus rien à faire. On en a de plus en plus. Mais... là est le problème. Et quand je suis allé à la cancérologie, d'abord, je savais qu'il y aurait du boulot, mais ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'était la recherche. Donc, j'ai eu un laboratoire de recherche dans la nutrition. Et ce qui m'intéressait, c'est de comprendre le pourquoi. Je me suis toujours posé la question du pourquoi. Et les gosses posent des questions. Je pose des questions comme un enfant. Papa, pourquoi la mer, elle est salée ? Pas facile à expliquer pourquoi la mer, elle est salée. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi la Lune, pourquoi le Soleil ? Eh bien, pourquoi le cancer ? Voilà. Alors aujourd'hui, on aurait presque tendance à dire, c'est le mois du cancer du sein qui va terminer. Bon, voilà, tout le monde en a. Même la femme de l'ancien président de la République a dit, j'en ai un, vous inquiétez pas, faites des mammographies. Si je l'avais connu, peut-être je l'aurais aidé à pas l'avoir. Comprenez ? Bon, c'est ça le problème, c'est que on essaye de rendre le cancer tellement banal. D'ailleurs, vous en trouvez dans toutes les familles. Moi, dans ma propre famille, il y a des cancers prostatiques. Oui, on est d'accord, on en trouve dans toutes les familles, mais on a encore peu de gens qui avouent qu'ils ont des cancers. Oui. Qui en parlent. Oui. Mais dans les familles, les gens le savent. Ils disent, ah oui, mon oncle, ah oui, ma tante, ah oui, ma mère, ah oui, mon père, quoi. Et je trouve, alors aujourd'hui, il faut se méfier parce qu'on nous fait peur aussi avec les turbo-cancers. Nouvelle expression, c'est-à-dire qu'ils essayent de nous faire croire ou de nous faire penser, certaines personnes, je ne suis pas certain qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, il faut attendre, que les vaccinations excessives auraient pu être à l'origine, d'une part, et ça c'est vrai, de faire repartir des maladies auto-immunes qui étaient calmées, qui étaient bloquées, qui étaient neutralisées, certaines sont reparties, et puis d'autres qui disent, oui, il y a des cancers qu'on n'attendait pas, qui sont en train d'apparaître. Moi, j'ai des collègues qui disent, nous sommes noyés. Et depuis quand tu es noyé ? Alors, est-ce que ça vient du fait que pendant le confinement, personne n'est allé consulter ? Donc, les cancers, ils étaient là, ils développaient... Des rendez-vous remis, voilà, des radios qui ne se sont pas faites. Voilà. Est-ce que ça vient de là, ou est-ce que vraiment les vaccins sont en cause ? Moi, je dis, je n'ai pas la réponse. Voilà. Bien. Alors, la semoule.
La semoule. Ah ben la semoule. La semoule, parce que là, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Couscous. Le couscous. Le couscous. Le couscous. Moi, j'adore le couscous royal, mais je souhaite qu'il soit pas trop cuit. Voilà, alors ça... C'est une hérésie, le couscous royal. Oui. Voilà. Mais quand vous allez au restaurant marocain, où on vous dit il y a un couscous royal, il est royal, quoi. Donc ça veut dire, c'est pas Ségolène royal, mais il est royal. Il y a tout. Il y a de la viande, en tout cas. Non, pas trop cuit. Alors, mon épouse vous dirait, cuisson à la vapeur douce, il faut passer sur cuit-vapeur, à bomber vers le haut, qu'il y ait une vapeur suffisante pour la cuisson de la graine du couscous, et que vous ayez quand même un peu à mastiquer, que ça ne descende pas à toute pompe dans votre estomac, parce que vous allez le remplir, et ça va se remplir de flotte en plus, quoi. Donc, non, il faut faire attention à la cuisson. Et c'est vrai que... Mais la question, c'est est-ce que dans les pays où on mange du couscous, on mange pas trop de semoule, parce qu'on parlait du pain. Mais est-ce que le résultat de la semoule, c'est pas la même chose que le pain? Si, c'est bien sûr, mais vous avez tout à fait raison, on en prend trop. On en prend trop. Il faudrait aller vers le sarrasin, il faudrait aller vers des galettes de sarrasin cuites avec l'huile d'olive. Ils n'ont pas besoin de beurre. D'ailleurs, quand vous voyez les vaches là-bas, elles sont souvent pas mignonnes. Hein. C'est pas celles du Limousin ou que nous avons dans l'Est de la France. Bon, donc, non, ils en mangent trop, il n'y a pas de doute. Seulement, c'est un peu la nutrition du pauvre. Hein. Ça coûte pas trop cher. Il faut remarquer, il faut dire les choses, quoi. Mais on peut arriver à s'alimenter correctement. Il faut beaucoup de végétal, forcer sur les fruits, sur les légumes. Et vous savez, Maroc, Algérie, Tunisie, il devrait y avoir des arbres fruitiers partout, quoi. Voilà. Professeur Henri Joyeux sur Beurre FM. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission, professeur. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Donc là, pour votre grande peine, vous nous apporterez de l'huile d'olive. La prochaine fois, on fera un test pour voir si votre huile est aussi incroyable que ça. Absolument. D'accord. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et très belle journée santé sur Beurre FM.